Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de faire confiance à Télémétropole pour vous informer. C'est la première édition de Métro News pour cette semaine. D'ores et déjà, excellente semaine et surtout, excellent mois de septembre à tous. À la une de l'actualité de ce lundi 1er septembre 2025, un accident mortel impliquant 2 blindés de la mission kenyane est survenu dimanche à Pèlerin sur la route de Keskof. Au moins un officier kényan et un civil ont perdu la vie, 8 autres militaires blessés. L'incident ravive les inquiétudes autour des conditions d'opération de la mission multinationale d'appui à la sécurité. À Delma, entre nettoyage des rues et prudence policière, le difficile retour des déplacés. Alors que la mairie mène des opérations d'assainissement, la PNH avertit les habitants contre un retour prématuré dans des quartiers toujours fragiles. Également à la une de ce lundi, réforme constitutionnelle, le Premier ministre a rencontré le barreau de Port-au-Prince ce lundi. Les juristes critiques face à la légitimité du processus ont présenté leur analyse au chef du gouvernement qui promet un dialogue inclusif. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Pour démarrer ce journal, un accident de la route impliquant 2 véhicules blindés Max Pro de la mission multinationale a fait au moins 2 morts, dont un officier kényan et un civil à Pèlerin 9 sur la route Keskof-Pétionville en Haïti dimanche 31 août. Lors d'une opération de remorquage d'un véhicule en panne, l'un des blindés a percuté un mur et s'est renversé. 8 autres officiers ont été blessés, dont 3 grièvement, et ont reçu des soins à l'hôpital avant l'évacuation de certains vers la République dominicaine pour des traitements spécialisés. Des résidents locaux ont participé aux efforts de secours, bloquant temporairement la circulation sur cette route montagneuse. Plusieurs missions diplomatiques en Haïti, dont la France et les États-Unis, ont exprimé leurs condoléances à la mission multinationale. Cet accident, le 3e décès d'un officier kényan depuis le début de la mission, intervient dans un contexte de violence persistante des gangs en Haïti. Alors que la police nationale met en garde les déplacés contre un retour risqué dans leur quartier, dont les gangs ont annoncé leur retrait, les opérations de nettoyage se poursuivent notamment dans le bas de Delma. Ce lundi 1er septembre, plusieurs camions de la mairie ont été déployés sur l'autoroute de Delma afin de dégager les débris laissés par les assauts des criminels. Si l'appel à la prudence des autorités policières a visiblement freiné l'afflux de personnes venues constater l'état de leur maison, certains habitants rencontrés dans les environs appellent néanmoins l'État à les accompagner pour une réintégration durable dans leur quartier. Suivez ce reportage de Gerbijan et de Guitry Choisy. Au cœur des bas quartiers de Delma, les autorités municipales profitent du retrait des gangs pour déblayer les routes encore encombrées par les débris laissés par les bandits. Comme dans les autres quartiers, ces derniers ont pillé ou incendié la quasi-totalité des maisons ainsi que leurs petits commerces. Même les infrastructures policières de la zone ont beaucoup souffert. Le long de l'autoroute, de temps à autre, un camion chargé de gravats surgit alors que la vie peine à reprendre. Sur les ruines, une femme témoigne. Si mon même j'avais milité du fait dans zone ni di grandi dans zone ni l'habitude dans zone ni son événement passé le courir mais s'il sentit dans zone ni plus ou moins à l'aise l'a tourner. Et non seulement ça, tout le monde qui parle, qui dit retourner, c'est le monde qui était dans des autres là, qui était dans faire révolution. S'il dit retourner, il même chaque senti au retourner. Que retourner, ça pas retourner. C'est comme si le monde n'a pas retourner, il y a un problème, il y a en face. Les déplacés, désireux de constater l'état de leur maison après le repli des criminels, se font de plus en plus rares, surtout après le récent message des autorités policières, les mettant en garde contre une stratégie des gangs visant à les utiliser comme bouclier humain. Cette femme âgée, accompagnée de sa fille, est venue visiter sa paroisse située à Delma 5, totalement dévastée par les bandits. Pour elle, difficile d'imaginer un retour définitif dans le contexte actuel. Non, nous ne pouvons pas retourner parce que nous avons une réponse de l'État, parce que c'est l'État qui peut dire nous pour nous tourner. Nous ne pouvons pas toujours continuer à rester dans l'abri côté nous. Même que côté nous, dans l'abri, on a passé misère, on a souffert.
nous pas qu'à manger parce que c'est dans l'arrière nous laguer, c'est moun si dans le côté on moun yo ba nous ti morceau manger pour nous manger. Oui. Si moun a manger, li ouais nous, li partager ensemble avec nous, alors nous pas gagner rien dans nous. L'état vraiment bon pour l'état ta aider nous même cap dormir dans la rue parce que si tout moi même parce que les la pluie, c'est moi dit c'est en bas un camion, l'aide de l'eau a passé en bas camion, c'est camper nous camper ça après pour me chercher sable cherche et puis pour me mettre pour me dormir. Moi son monde et monde qui bon mon petit côté pour me longer. Égal là, m'ta remet tourner la caille moi vrai. Mais faut que li bon. Faut ta gon changement. Moi c'est samedi, me dit depuis gon changement, m'a tourner la caille moi. La caille c'est la caille. Bon ta remet tourner la caille mais en pile réparation. Pourtant, malgré l'appel à la prudence, de Bas-Delma jusqu'au carrefour de l'aéroport, les routes sont dégagées et la vie tend à reprendre. Ce militant rencontré sur les ruines de son quartier appelle les autorités à s'impliquer davantage dans le retour des déplacés. S'il vous plaît l'État, pendant nous-mêmes, nous tournons la caille, nous demandons pour accompagner nous. Est-ce que l'EDH a vu mettre fil pour nous? Est-ce que la mairie a commencé à venir nous quelques deux trois tentes? Est-ce que vous pas qu'être ONG pour porter tête parce que pas rien, n'a pas quitter même fenêtre, pas besoin d'où parce que pour apporter nos cailles, faut une porte, faut une fenêtre pour entrer la caille. S'il vous plaît, faut que dîner pas ta tourner dans zone tout parce que pas gain de l'eau, pas gain dit tout. Jodi a son nécessité pour l'État prend responsabilité. Étant donné c'est même petit yo qui mettez nous dehors, nous-mêmes et même eux même encore qui dit nous tourner, nous-mêmes nous tourner. Les travaux de nettoyage se poursuivent sur l'autoroute, mais l'accès aux ruelles reste totalement impossible à cause des barrages érigés notamment entre Delma 20 à Delma 28. Si l'affluence des déplacés venus visiter leur maison semble diminuer, de plus en plus d'avertissements se font entendre concernant leur éventuel retour dans les champs de ruines, d'autant plus que les autorités policières les appellent à la prudence. Au cœur de l'actualité, le chef de gang Jimmy Cherizier alias Barbecue a invité les habitants de Delma 30, Solino, Nazon à regagner leur quartier, d'où ils avaient été chassés à coups d'armes automatiques. Pourtant, l'état de ruine laissé par les affrontements ne permet pas un retour immédiat, alors que des dizaines, voire des centaines de citoyens se sont déjà rendus dans ces zones pour constater l'ampleur des dégâts et envisager un éventuel retour. La police nationale les met en garde, estimant que les criminels cherchent avant tout à les utiliser comme boucliers humains. Le pays traverse une situation sécuritaire confuse. Dans ce contexte, la résolution 2699 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui autorise le déploiement de la mission kenyane en Haïti, approche de son échéance prévue pour le 2 octobre prochain. Pour commenter l'actualité, notamment la situation sécuritaire, nous recevons sur le plateau de Métro News ce soir Ashley Larac, porte-parole de l'Association militaire d'Haïti. Monsieur Larac, bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous. Bonsoir, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Vous êtes avec nous pour commenter l'actualité sécuritaire qui, depuis quelques jours, est dominée par le fait que des habitants de plusieurs quartiers, notamment Delma 30, Solino, tentent de retourner dans leur quartier, toujours sous l'emprise des gangs armés, notamment de la coalition criminelle Vivre Ensemble. Quelle est donc votre position par rapport à cela ? Bien, j'ai été heureux d'entendre que la police, bien que ce ne soit pas exactement à la police de le faire, mais le communiqué de la police, l'avis de la police à la population leur demandant de se méfier. Parce que tout le monde peut voir que l'appel de barbecue, finalement, à la population pour rentrer dans ces quartiers, voudrait très simplement être une stratégie pour l'utilisation de la population comme bouclier humain. Parce que les gangs n'ont pas dit qu'ils désertaient les quartiers. Ils ont simplement dit à la population de revenir. C'est comme une cohabitation. Et le constat des maisons écrasées, enfin, le traumatisme de cette population qui revient chez elle pour voir les maisons détruites, c'est comme une deuxième insulte que les gangs font à la population. Ce traumatisme est très difficile à soigner. Donc, la police a bien fait, et en l'absence du gouvernement lui-même qui aurait dû, le ministère de la communication aurait dû être celui qui porte cette parole-là. Il demande à la population de ne pas céder au chantage ou, si vous voulez, au piège, et de ne pas tomber dans le piège des gangs armés leur demandant de rentrer.
Mais de l'autre côté aussi, puisque le gouvernement n'a rien annoncé comme dédommagement pour les gens qui ont perdu leur maison, puisqu'il n'y a aucun plan de reconstruction des quartiers dévastés, il n'y a aucun plan d'urbanisation, ils auraient dû profiter à faire ça. La population est complètement démunie et elle n'a aucune autre option. Et au lieu de rester à dormir dans les rues, sous des tentes qui se déchirent régulièrement, la menace des cyclones à venir pendant la saison, elle n'a aucun autre choix que de tenter de rentrer dans des maisons, même dans les masures qui leur restent, ou entre quatre murs sans aucune toiture. Vous avez parlé de trauma et les images qui sont sur les réseaux sociaux, et effectivement, nous montrent des maisons dévastées, pillées par les gangs. Est-ce que vous avez l'impression que la population, elle est consciente de cela, ou du moins c'est aujourd'hui un acte de désespoir total? La population est consciente de ça. Elle n'a pas d'autre choix, comme je l'ai dit, que de tenter de voir, puisqu'elle ne sait pas encore. Quand on a passé sa vie à construire quelque chose, quand on a des photos de famille, des souvenirs d'enfance, quand on a cumulé des biens à travers les ans, même si c'est très peu, on ne peut pas se résoudre à les perdre sans avoir été coupable de quoi que ce soit. Donc la population espère retrouver quelque chose. Et quand elle arrive, le désespoir est complet. Et c'est un très gros traumatisme. Mais au lieu de dormir sous une tente, dans un abri provisoire, et au lieu d'être à la merci d'autres types de vagabonds pour avoir des enfants violés, la population cède à ce désespoir-là et essaie de rentrer chez elle. Lorsque nous savons qu'il y a des zones, des communes, notamment Carrefour, où les habitants, on va dire, cohabitent d'une certaine manière, bien sûr, avec les gangs armés, et on n'a pas vraiment eu de réaction du côté des autorités. Est-ce que ce même tableau que nous voyons avec Carrefour, c'est ce même tableau que nous voyons arriver avec des zones telles que Delma 30, Solino, et avec toujours ce silence des autorités? Carrefour n'a pas été dévasté. Martissant non plus. C'est-à-dire, les habitants de Martissant ont appris à vivre avec les gangs, s'accommodent de la discipline imposée par les gangs. Ils savent, ils payent le transport 4 fois plus cher, ils sont fouillés régulièrement, ils ont des choses qu'ils ne peuvent pas apporter, sinon ce sera pris par les petits soldats, mais ils se sont accommodés de la rigueur, et si vous voulez, des gangs et de la loi des gangs. Et ceci est très dangereux, parce que quand une population s'est résignée pendant tout ce temps à vivre avec les gangs, si jamais il y a une tentative de vouloir s'attaquer aux gangs qui contrôlent la zone, la population va se sentir beaucoup plus menacée qu'elle ne l'était avant. Donc elle risque de se mettre avec les gangs contre l'ordre public. Donc c'est ce risque qu'il y a. Le gouvernement, justement, l'État n'a jamais rien dit à ce sujet. Il n'y a aucun message porteur pour donner une alternative, pour offrir ne serait-ce que l'espoir d'une alternative à venir. Donc c'est ce qui manque. Alors, à moins de 6 mois, justement, du mandat du Conseil présidentiel de transition, puisque nous savions, selon l'accord du 3 avril, les autorités, notamment le Conseil présidentiel de transition, le gouvernement, devraient organiser les élections et faire la passation au 7 février 2026. Là encore, des questions se posent, beaucoup de questions se posent quant à justement cette faisabilité. Et de notre côté, nous avons la mission multinationale qui était censée venir rétablir, ou du moins aider à rétablir la sécurité dans le pays. Et ce mandat, on a l'impression qu'il presque arrive à terme. Aujourd'hui, nous avons les États-Unis qui veulent proposer une autre solution. Monsieur Larac, lorsque vous regardez ce tableau, qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que nous, Haïtiens, nous devrions faire finalement pour le rétablissement de la sécurité dans le pays? Écoutez, l'association militaire d'entrée de jeu avait proposé une mise en commun
des forces spécialisées de la police, des unités spécialisées, des militaires qui seraient fraîchement entraînés et finalement qui a une spécialité aussi de guérilla urbaine, et les agents, éventuellement des agents de la BESAP qui seraient disponibles pour des services d'intelligence dans la zone, qui habitent la zone, sous un commandement unifié, avec une seule mission, celle d'éradiquer les gangs. Au lieu d'avoir ce task force que personne ne connaît finalement, qui est une nébuleuse, ce serait d'avoir cette unification des forces et policières, militaires et des agents de la BESAP en commun, et puis avoir une mission. Nous aurions pu réévaluer leur avancée régulièrement. Si ça ne marche pas, nous aurions pris autre chose. De notre côté, finalement, le gouvernement qui est là a fait une soi-disant task force qui n'a pas donné grand-chose comme résultat jusqu'à présent. C'est ce que je vois. La mission multinationale, elle est rentrée, il était dit dans la feuille de route de la mission qu'elle était venue pour sécuriser les bâtiments publics. Et ensuite, les sites sensibles. Nous voyons que les antennes de la téléco n'avaient pas été sécurisées. Nous voyons qu'il n'y a aucun bâtiment public à être sécurisé. Donc la mission elle-même n'a rien fait de la feuille de route qui lui avait été donnée. Mais ça aussi, est-ce que ce n'est pas le rôle de l'armée? Écoutez, il n'y a pas encore d'armée. Okay. Il y a 1500 hommes qui sont à l'entraînement et qui manquent de presque tout. Il y a un ministre de la Défense qui refuse, malgré les ordres reçus publiquement, qui refuse de donner le droit à l'état-major des forces armées d'Haïti de décider elle-même de quelles dépenses elle veut faire. Donc c'est un ministre qui s'accapare des moyens financiers. Nous avons vu le scandale de l'autre jour où un comptable du ministère de la Défense a été arrêté à l'aéroport avec une somme d'argent. Donc ils ont à répondre de cela. Donc là c'est un gros problème. Mais maintenant il y a les États-Unis qui, avec d'autres membres des Nations Unies, avec le corps groupe et tout le reste, qui décident d'une mission spéciale. C'est quand même bizarre, puisque les États-Unis sont au courant de la présence de M. Eric Prince. Plusieurs millions de dollars ont été décaissés par le gouvernement haïtien, je suppose, pour que des mercenaires d'Eric Prince viennent régler le problème. Le gouvernement, plusieurs fois, a parlé et dit être au courant, mais ne pas être au courant de la teneur du contrat. Mais ils sont au courant qu'Eric Prince est en Haïti. Pourquoi décide-t-il d'une mission avec une force multinationale de 5000 hommes ou je ne sais pas quoi? Je ne comprends pas. Est-ce qu'ils ignorent ou ils veulent carrément ignorer Eric Prince? Je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on peut avoir des mercenaires et qui viennent rétablir la sécurité et une force multinationale qui vient faire quoi finalement? Donc ça vraiment c'est à ne rien comprendre. Et ensuite, je trouve que cette proposition des Nations Unies semble avoir été concoctée et sans l'accord de la Russie, de la Chine et de ces pays qui généralement ne sont pas d'accord et donnent leur veto. Oui, en effet. Donc ça veut dire que très certainement c'est encore une manière de nous dire de patienter, ils font un travail, puisque rien de ce qu'ils ont voté pour Haïti n'a été approuvé par la Chine ou la Russie jusqu'à présent. Donc cette confiance qu'ils ont en cette nouvelle proposition, qui devrait être approuvée au Conseil de sécurité, je ne la comprends pas. Donc est-ce que c'est une manière encore une fois, de dire que nous avons bien essayé, mais c'est la Russie qui ne veut pas, c'est la Chine qui ne veut pas. Mais encore là, le point le plus troublant, c'est la présence d'Eric Prince avec ses mercenaires contre paiement et le gouvernement américain qui est très au courant, qui veut quand même avoir une force multinationale. Il faut dire que ces deux forces, si je peux bien sûr les appeler ainsi, n'allaient pas avoir un seul coordonnateur, on va dire. Il n'y aurait pas de coordination entre eux. On ne peut pas avoir les mercenaires avec une coordination avec les forces légales multinationales. Les mercenaires, ce sont les gens engagés pour faire un travail bien terminé. On ne leur demande pas de réfléchir et savoir sur qui tirer.
On leur demande d'éradiquer. C'est comme si on veut tout tenter aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire ça? Non, mais c'est absurde. C'est absurde et c'est au fait... et ils sont en train de nous ridiculiser dans ce sens-là. Donc, je ne comprends absolument pas. Ce n'est pas compatible d'avoir des mercenaires en charge d'un travail et d'avoir une force multinationale. À ce moment, on enlève le travail des mercenaires. C'est comme le montant qui a été offert pour la capture de barbecue, enfin pour les renseignements sur la capture de barbecue. Mais il devrait normalement, au lieu de mettre ce montant public, dire qu'il y a 5 millions de dollars pour barbecue et le rendre célèbre, pourquoi est-ce qu'ils ne prennent pas l'argent et le donnent à la CNN qui l'a interviewé? Puisque les journalistes américains qui sont venus interviewer barbecue savent comment prendre contact avec barbecue. Ils savent où le trouver. Puis ils l'ont filmé chez lui. Donc, au lieu de chercher ça, pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas donné carrément à CNN? Donc, aujourd'hui, fort de ce constat, donc l'important, c'est que nous, Haïtiens, nous prenons notre responsabilité. Oh, il faut définitivement que nous cessions de nous mentir ou d'écouter le mensonge des autres. Il faut que nous prenions une responsabilité, mais que nous ayons des personnes cohérentes et qui servent de vis-à-vis face à l'international, puisque c'est le manque de cohérence et de personnes qui connaissent leur métier face à l'international qui a l'air de se moquer de nous tout le temps. Hein. C'est ce qui arrive. Donc là, il va falloir que des bonnes personnes soient nommées au bon poste. Voilà. C'est donc sur ces mots que nous refermons cette interview. Merci infiniment à vous, Monsieur Larac. Merci à vous. Voilà pour cette interview avec le porte-parole de l'Association militaire d'Haïti. Il était l'invité de Métronion ce lundi. Avec lui, on commentait l'actualité sécuritaire. Merci de votre fidélité à Métro News. Un exécutif composé d'un président et d'un premier ministre, ainsi qu'une transition ne dépassant pas 18 mois. Telles sont, entre autres, les propositions de sortie de crise contenues dans l'accord du renouveau, porté par la structure Mouvement patriotique du renouveau. L'occasion pour la coordinatrice du mouvement, Nadia Victor, de rappeler à chaque citoyen qu'il est encore temps de sortir le pays du marasme politique, à condition que chacun décide d'apporter sa contribution. De ce côté, le pasteur Julio Volsi a lancé un message de paix à l'ensemble de la population, appelant à œuvrer pour le bien-être collectif. Il a souligné que les acteurs politiques doivent donner la priorité à l'intérêt commun, car c'est de cela que le pays a aujourd'hui le plus besoin. Reportage signé Rodolphe Yarluy. Malgré les troubles sociopolitiques qui rongent la société haïtienne, l'insécurité qui prend tout en otage, des leaders continuent de croire en un lendemain meilleur en mettant sur pied d'autres structures, notamment M'Paré, mouvement patriotique pour le renouveau, réunissant des acteurs issus d'horizons divers. La coordonnatrice du mouvement, Valérie Nadia Victor, souligne que l'avenir du pays dépend de l'engagement de chaque citoyen. M'Paré proposait un accord qui basé sur justice et justice sociale à 500 organisations qui voulaient mettre main à nous, accord du renouveau. M'Paré proposait une proposition pour une sortie de crise que nous partageons à tout le monde qui est sous 8 points. 1. Une transition courte qui va dépasser 18 mois. Réouverture immédiate, principale route nationale, axe nord, sud et plateau central. 3. Un leadership serré qui semblait axe ça nous connaît, qui gagne un président, un premier ministre avec un gouvernement réduit, efficace et qui représentait différents secteurs. De son côté, le pasteur Julio Volsi, présent également à cette rencontre, a mis l'accent dans son discours de circonstance sur la nécessité d'avoir une société qui vit en paix. Nous allons retourner au mouvement société civile organisé pour la paix. Oui, il faut que la paix blaye dans le pays. La paix dans le quartier, la paix dans le caille, la paix pour tout le monde, sous tout le monde. Il faut que la paix réunisse dans le pays.
Il revient aux fils et aux filles du pays de s'impliquer davantage en donnant la priorité aux intérêts généraux. Il faut des acteurs étatiques qui comprennent la nécessité de défendre d'abord l'intérêt du pays. Nous parlons d'une société civile organisée qui croit pour Haïti, des dirigeants qui remettent le peuple là et qui ont utilisé pouvoir avec l'argent pour améliorer la vie du peuple là. C'est triste. Pendant 15 années d'expérience en Haïti, nous avons Haïti qui ont des dirigeants politiques qui remettent l'argent, qui remettent le pouvoir et qui ont utilisé le peuple là pour bailler l'argent pour capable de le pouvoir. Mais nous disons non, nous paraît supposé un mouvement société civile organisé qui renverse les bagailles, qui remet le peuple là et qui défend le peuple là. Cette nouvelle structure sociopolitique n'en est pas une de plus, mais plutôt un regroupement qui s'écarte de la politique traditionnelle au bénéfice du bien commun, soulignent ses responsables. Dossier nouvelle constitution, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a rencontré ce lundi les membres de la commission du barreau de Port-au-Prince ainsi que son bâtonnier, maître Patrick Pierre-Louis, pour discuter de l'avant-projet de constitution dans le cadre de la réforme constitutionnelle en cours. Au cours de cette réunion, les membres de la commission, maître Josué Pierre-Louis et maître Bernard Gousse, ont présenté leur rapport d'analyse sur le projet. Monsieur Fils-Aimé a salué l'apport du barreau à ce débat national et a réitéré l'engagement de son gouvernement à associer les forces vives du pays à la réflexion sur l'avenir institutionnel d'Haïti. A rappelé que le barreau de Port-au-Prince a récemment exprimé des réserves concernant la réforme constitutionnelle et a mis en cause sa légitimité. Autre information, ce lundi 1er septembre marque l'entrée en fonction officielle du nouveau commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, Maître Roosevelt Cadet, nommé le 25 août dernier en remplacement de Franz Moncler, a pris possession de son bureau. À cette occasion, Maître Cadet était accompagné d'un juge de paix afin de dresser le constat des dossiers laissés par son prédécesseur. Le nouveau commissaire du gouvernement de Port-au-Prince s'est engagé à rétablir l'harmonie au sein du parquet, fragilisé par des mouvements de protestation répétés, et à renforcer le traitement des dossiers en souffrance. Nous avons accompagné des juges Éric Dossainville. C'est dans le cadre non seulement pour nous montrer la justice dans le travail sur une harmonisation, et de plus, nous faisons, c'est parce que aujourd'hui, nous rentrons dans le bureau commissaire en chef là. Okay? C'est aujourd'hui, nous ouvrons la porte là, et le commissaire Moncler te remettre nos clés, et nous te trouvé le nécessaire pour nous venir avec un juge de paix, pour nous garder ensemble qui dossier qui est là, et greffier Esaïe fait un bon rapport et pour nous continuer le travail. Donc, après nous fin fait rapport, ça qui constate qu'on fait comme étant commissaire à l'intérieur. Bon, premier constat nous fait, et depuis l'aide où nous devons recevoir l'aide comme nous désignons nous comme commissaire AI, et nous avons une instruction par les billets des ministres, de justice là, qui te dit nous, faut que nous travaillons pour nous rendre assises là faites dans le moment ça. Nous faisons constat, nous gardons ça nous dans le bureau, nous avons commencé à parler avec l'autre substitut commissaire pour nous voir dans quel niveau dossier et qui ça y a besoin pour nous avancer. Donc pendant que vous fin désigné là, qui ça ou même qui action ou avez commencé à poser comme étant chef de la poursuite pénale dans la juridiction Port-au-Prince? Première action posée, je pense moi te dit déjà, nous connaissons nos périodes là de protestation. OK? Moi dit si pour nous avancer,
faut que nous venions avec ça en harmonisation. Pour refermer la page nationale de Metro News, la ministre de la Planification et de la Coopération externe déplore l'instabilité politique qui ralentit l'action des services de son ministère. Invitée à la rubrique Le Point ce lundi, elle a annoncé plusieurs mesures visant à dynamiser l'économie du pays, dont la relance du Conseil national des coopératives, une institution en sommeil depuis près de 40 ans. La ministre, Mme Fleury-Stal. Dans la gouvernance, nous avons 3 institutions qui sont tutelles du ministère du Plan. Le ministère du Plan, dans le conseil d'administration, 3 cas, l'autre institution qui existait. Donc, nous avons plusieurs conseils d'administration. Mais pour pas nous avons 2 institutions, 3 qui sont très importantes pour le pays. Nous avons le Conseil national de coopérative, nous avons le CNIGS et nous avons le CTPEA. Donc, nous avons tête comme objectif, c'est d'assurer que tout le conseil d'administration qui a fonctionné. Parce que nous ne venons pas faire conseil d'administration. Nous sommes très fiers et très contents que les collègues qui viennent dans la première réunion, parce que la loi, et nous passons ici, c'est 6 ou 7 ministres qui sont dans le conseil d'administration, conseil national de coopérative là. C'est après un pile recherche que nous apprenons que la dernière réunion était faite il y a 40 ans. Nous ne pensons pas de gagner du tout. C'est une affaire recherche qui dit que la dernière réunion remontait à 40 ans. Imaginons une institution comme ça. Pas jamais réunion conseil d'administration. Ça veut dire que pas jamais une discussion de politique que nous avons menée pour coopérative, de qui jeune bras l'appuyer. C'est seulement le directeur général qui a essayé de faire ça le cap. Donc, après un pile, je t'ai dit que moi-même personnellement, comme président du conseil, je réfléchi parce que je t'ai dit que l'inopérant. Effectivement, Jean-Laurent a fait là, sous du Valier, il n'est pas fait pour aujourd'hui. Non seulement Gemben Daï là-dedans, Jean Yonomé, femme Tagon, j'ai l'impression de nous compter 17 personnes sont institutions inopérantes. Et il y a 2 ministères là-dedans, nous n'avons pas fini de comprendre pour qui ça. Mais heureusement, là, nous invités, ils sont venus et nous faisons une première réunion qui était très importante pour nous mettre base, pour nous suggérer une loi organique, une nouvelle loi organique, une nouvelle composition conseil. Et puis nous allons réunir avec coopératives à travers union et associations et des têtes de pont pour nous discuter avant de nous discuter de budget, tout de suite après, parce que nous avons un projet budget, mais nous voulons discuter avec tout conseil, partie étatique conseil là, pour mieux comprendre et réalité aujourd'hui, pour nous faire stratégie à partir de cet exercice, pour nous encadrer, et puis aussi suggérer à supérieur nous un projet et de composition, de nouvelles compositions et pour les coopératives. Cette édition de Metro News touche à sa fin. À votre partir, le rappel des principaux titres à la une. Un accident mortel impliquant 2 blindés de la mission kenyane est survenu dimanche à Pellerin. Au moins, un officier kényan et un civil ont perdu la vie, 8 autres militaires blessés. L'incident ravive les inquiétudes autour des conditions d'opération de la mission multinationale d'appui à la sécurité. À Delma, entre nettoyage des rues et prudence policière, le difficile retour des déplacés. Alors que la mairie mène des opérations d'assainissement, la PNH avertit les habitants contre un retour prématuré dans des quartiers toujours fragiles. Et puis réforme constitutionnelle, le Premier ministre a rencontré le barreau de Port-au-Prince ce lundi. Les juristes critiques face à la légitimité du processus ont présenté leur analyse au chef du gouvernement qui promet un dialogue inclusif. Voilà ce qui referme cette édition de Metro News, la toute première pour cette semaine. Merci infiniment de votre attention et surtout de votre confiance. Excellent mois de septembre à tous. On se retrouve demain. Bonsoir.